Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour ce nouveau webinaire en partenariat entre l'Association française d'agronomie, Agrinium, le réseau IDEAS et le RMT, Atelier Champs et Territoires. Et aujourd'hui, c'est Marie-Hélène Geoffroy qui est l'animatrice de cette séance et je vais lui donner la parole dans quelques instants. Mais pendant que vous entrez progressivement dans la salle, je vous rappelle que vous avez deux possibilités d'interagir avec les intervenants et l'animatrice. Le bouton discussion ou converser ou chat qui vous permet de nous donner des informations ou de me faire part de vos éventuels soucis techniques. Et le deuxième bouton, la rubrique Q&R pour questions et réponses, c'est cette rubrique-là que l'on vous encourage vivement à utiliser pour que vous posiez vos questions aux intervenants. Et l'animatrice, donc Marie-Hélène, fera le relais à la fin de la présentation de Christophe et de Marie. Voilà, donc je vais laisser la parole à Marie-Hélène pour introduire le sujet et lancer ce webinaire. Bon webinaire. Merci Philippe. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Marie-Hélène Geoffroy, chercheure en agronomie à l'INRAE, à l'UMR d'agronomie à Grignon. Donc, avec Christophe Naudin, agronome à l'ESA d'Angers, nous sommes heureux de vous inviter à cette deuxième saison de webinaire qui est dédiée aux innovations des agriculteurs portées par des agriculteurs du Sud. Donc, ce webinaire est proposé par Agrinium, l'Association française d'agronomie, le réseau mixte technologique Champs et Territoires Ateliers et IDEAS, l'initiative pour la conception dans les systèmes alimentaires. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de pratiques pour valoriser la biodiversité locale pour réduire l'utilisation d'intrants. Et nous allons discuter de ces innovations avec un agriculteur, Christophe Lachmann, agriculteur au Lamentin en Guadeloupe, et Marie Chave, donc ingénieure à INRAE, à l'UMR Astro, également en Guadeloupe. Donc, notre objectif dans ces webinaires est double. D'une part, présenter une ou des innovations réussies dans le cadre de l'agroécologie mises en œuvre par un agriculteur satisfait, qui peut éventuellement dire qu'il a envie de progresser, mais qui est quand même déjà satisfait. Et ensuite, décrypter la logique d'action de l'agriculteur, c'est-à-dire les relations entre les pratiques qu'il a mises en œuvre, ses objectifs, les résultats qu'il souhaite obtenir, les observations qu'il fait pour faire évoluer ses pratiques et une interprétation fonctionnelle de ces pratiques, de manière à formaliser et partager les savoirs en agroécologie. Donc, on espère pouvoir formaliser justement cette logique d'action et ces connaissances dans l'outil GECO, qui est un outil web de gestion des connaissances pour la transition agroécologique, qui présente des techniques alternatives contribuant à cette transition. D'ailleurs, les webinaires de la saison 1 sont déjà en cours d'analyse et d'approfondissement par un groupe d'étudiants de dernière année du cursus ingénieur ESA en majeure production végétale et agroécologie, de manière à tenter cette capitalisation. Donc aujourd'hui, en termes d'organisation, on va d'abord écouter Christophe et Marie pendant environ 30 minutes pour décrire et comprendre ces pratiques innovantes. Pendant ce temps-là, n'hésitez pas à poser vos questions dans la partie Q&R de l'outil Zoom. Puis, dans la seconde demi-heure, nous prendrons vos questions et demanderons à Marie et Christophe d'y répondre. Voilà. Donc, dernière information, ce webinaire est enregistré et sera mis en ligne rapidement sur le site de l'AFA. Et donc, je laisse maintenant la parole à Marie et Christophe et je souhaite bon webinaire à tous. Merci. Donc, Marie-Hélène, voilà, merci. Alors, merci Marie-Hélène, merci Philippe et bonjour à tous. Alors, le sujet aujourd'hui, c'est comment valoriser la biodiversité locale pour réduire l'utilisation d'intrants. Donc, on est très heureux d'accueillir donc Christophe Lachmann qui va présenter sa ferme agroécologique basée en Guadeloupe, comme l'a dit Marie-Hélène. Et je vais sans tarder donc lui laisser la parole pour qu'il nous présente un petit peu le contexte guadeloupéen. Bonjour, bonjour, bonjour à tous et à toutes. Et donc merci de m'avoir reçu. Pour nous, c'est le matin, ce matin. Et donc, je vais présenter brièvement un peu notre contexte guadeloupéen. Donc, notre contexte est un peu, c'est une forte diminution des surfaces agricoles. Il faut savoir qu'en 10 ans, nous avons perdu près de 10 000 hectares. C'est énorme. Il y a aussi les pollutions
les pollutions que tout le monde connaît avec cette crise sanitaire qui a été amplifiée par la contamination des sols au chlordécone et la contamination de surcroît de la population guadeloupéenne et martiniquaise par la chlordécone. On a aussi des fortes pollutions qui étaient liées au traitement aérien, à la pollution des eaux, liées à l'utilisation d'herbicides, parce que nous sommes en zone tropicale et que les mauvaises herbes sont les premiers nuisibles pour la mise en place de nos cultures. Nous avons aussi une forte quantité de déchets organiques non valorisés et avec très peu de recyclage sous forme de compost ou même production de biogaz. On a aussi le réchauffement climatique qui se manifeste aussi en Guadeloupe, avec le blanchiment des coraux, la disparition des espèces, de certaines espèces aquatiques, et aussi l'arrivée de d'autres espèces de nuisibles qui viennent soit par l'importation ou soit par le transfert entre îles de la Caraïbe. Nous avons aussi malheureusement tous les 10 ans des cyclones de force majeure qui peuvent détruire complètement les cultures, mais surtout les cultures pérennes, arboriculture. D'ailleurs, c'est l'une des raisons qu'en Guadeloupe, l'arboriculture fruitière est très faible, parce que les cyclones détruisent ces cultures et donc les agriculteurs n'ont pas de motivation pour aller plus loin, quoi. Nous avons aussi une faible autonomie. 80% de ce que nous consommons vient de l'extérieur. Et donc, c'est quand même très peu de produits agro-transformés. L'industrie agroalimentaire issue de nos produits est basée uniquement sur la transformation de la canne. Mais sinon, le reste des industries agroalimentaires fonctionnent avec des produits venant de l'extérieur. Donc, malheureusement, c'est ça que nous avons. Et pour finir, nous sommes emprunts à une forte dépendance de l'énergie fossile, carbone. Et donc, c'est dans ce cadre-là, ce sont les enjeux que nous avons à faire face pour innover dans le monde agricole sur nos exploitations. Slide suivant. Oui, justement, donc dans ce contexte fragile, très fragile, comme tu l'as dit, Ouais. donc il y a quand même des opportunités d'innovation. Donc, je vais te laisser un petit peu présenter l'agriculture familiale. C'est ça. Donc, dans ce contexte-là, l'agriculture s'est adaptée à ces conditions difficiles. Il faut savoir que 70% des exploitations sont des petites exploitations de moins de 5 hectares, en polyculture élevage, très diversifié, avec une dominante pour une production dite d'exportation, comme la canne ou la banane, et avec des amylacées, des tubercules, ignames, patates douces et du maraîchage. Avec de temps en temps de l'élevage bovin au piquet ou de l'élevage un peu plus industriel de poulet ou de porc. Mais le plus souvent, nos exploitations sont des très petites exploitations et avec très peu de salariés, beaucoup de recherche d'innovation par rapport aux difficultés. Il y a un enjeu que je n'ai pas cité, mais l'enjeu de diminution des matières actives autorisées oblige les agriculteurs à chercher des solutions naturelles
à partir des ressources locales. Alors justement, est-ce que dans cette recherche de solutions à partir de ressources locales, est-ce que dans un premier temps, tu peux déjà nous présenter ta démarche générale? Donc, ma démarche générale, c'est quand même... Donc, je suis installé au Lamentin, pour ceux qui connaissent, au nord, Nord-Basse-Terre, donc proche du parc national de la forêt domaniale. Et donc, mon exploitation est déjà dans un contexte agroécologique favorable. Et donc, mon installation a été faite directement en bio en 2005, donc il y a déjà 16 ans. L'idée pour moi, c'est de comprendre la biodiversité avec une approche systémique. Une approche systémique qui me permet non seulement d'intégrer des systèmes différents, bananes, culture maraîchère et élevage. Depuis quelques années, j'ai arrêté l'élevage pour des questions d'ordre de contraintes liées au vol et liées aux chiens errants. Là, je suis en train de réintégrer le système d'élevage dans mes cultures pour diminuer ma dépendance à la débroussailleuse. Pourquoi? Parce que en intégrant des moutons, en intégrant des poules dans le système, ça me permet de faire une gestion de l'enherbement intégrée et je finis ma boucle d'intégration de mes systèmes de production. Quand tu dis approche systémique, alors, tu as parlé des différents systèmes, donc données écologiques, on avait parlé aussi des économiques, tu avais beaucoup insisté sur la réduction du travail aussi. Effectivement, c'est important comme je l'ai dit en préambule tout à l'heure, que entre 60 et 70% du temps passé sur la propriété est dédié à la gestion de l'enherbement. Donc, tout ce travail, c'était pour moi d'identifier comment diminuer les mauvaises herbes, ne pas mobiliser toute ma ressource humaine au niveau des mauvaises herbes, en aménageant les espaces, en trouvant des associations de culture qui soient adaptées. Il y a aussi cette notion économique, parce qu'il ne suffit pas uniquement d'innover avec des associations de plantes, mais il suffit aussi il est important de trouver des moyens, des circuits de commercialisation à ces productions qu'on va générer à la suite de ces associations. Donc, c'est là où ça devient de plus en plus complexe entre l'équilibre un peu écologique que tout le monde aime, qu'on apprend à l'école de plus en plus avec cette notion de produire autrement, et cette rigueur qu'il faut pour générer un revenu à la fin du mois, quoi. D'accord. Et en termes de pratique, alors, pratique, plante multiservice, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Enfin, on va le voir un peu plus dans le détail. On va voir. Donc, il y a des plantes qui... j'ai identifié, en fait, des plantes qui étaient dans mon environnement proche, spontanées, sauvages ou pas obligatoirement endémiques, mais adaptées au contexte. Et donc, en fait, ces plantes-là sont identifiées et sélectionnées et pour leur fonction multi-usage, multi-service. L'idée pour moi, c'est d'avoir des plantes qui ont des vocations. Par exemple, j'utilise l'Alpinia zerunbet sur les zones où il y avait de l'herbe de Guinée, très en pente. Pour éviter à avoir à travailler, donc je fais du design, de l'aménagement de paysages
en éliminant les zones qu'on dirait inutiles, non cultivables, en les occupant avec des plantes dites anti-érosives, qui ont des fonctions aussi médicinales. Et aujourd'hui, en fait, la Tumo, je l'avais choisie parce qu'elle était assez invasive et qu'elle protégeait le sol. Et aujourd'hui, en fait, cette plante est devenue assez célèbre avec le Covid parce que c'est la plante qu'on utilise en traitement précoce, en tisane, pour prévenir les effets, les formes graves de la maladie, pour D'accord, donc augmenter c'est son... multiservice jusqu'à One Health, on va C'est très ça. large. Alors, si tu veux bien, on va peut-être aller plus dans le détail sur quelques pratiques innovantes dont on avait discuté tous les deux. Donc, on avait identifié trois types d'objectifs. Hein. Donc, favoriser la biodiversité du sol, produire des biofertilisants que tu fais sur ton exploitation. Et puis, tu en as déjà dit deux mots, hein, mais vraiment augmenter la biodiversité floristique. Et là, ce sera plus ciblé sur les aspects insectes auxiliaires. Donc, je vais poursuivre et si tu peux donc un petit peu à chaque fois nous dire ce que tu fais pour favoriser la biodiversité du sol et pourquoi tu le fais aussi dans ton contexte. Donc, dans mon contexte, la première chose, j'essaie d'éviter le labo. C'est pas évident parce que le labo et le travail du sol est un moyen qui permet pas d'éradiquer, mais de diminuer la pression des mauvaises herbes. Mais malheureusement, chez moi, on a 3000 mm d'eau. Et donc, en 3 mètres d'eau, c'est énorme. Donc, on peut perdre en une nuit, on peut perdre ouais, toute la terre arable parce que en plus, je suis en pente. Et donc, ce que je fais, je prépare, vous voyez sur la gauche, une ligne d'aubergine. Et donc, je prépare le sol uniquement sur la ligne à planter et en enterrant, je passe soit la tondeuse, le gyrobroyeur et garder un couvert végétal. Et on va voir plus tard que c'est des pratiques toujours multifonctions parce qu'elles ont un effet non seulement sur la biodiversité du sol qui est protégée, donc les bonnes bactéries, les mycorhizes, les champignons intéressants et bien sûr les ingénieurs du sol, les vers de terre, les acariens qui vont décomposer cette masse de matière végétale qu'il y a au-dessus. Mais ça permet aussi de préserver les auxiliaires, surtout pour le trips, on verra ça plus tard. Tout à l'heure, parce que le cycle du trips, de l'aubergine, il y a une partie qui se passe dans le sol. Et donc, en préservant la biodiversité, on préserve aussi les auxiliaires qui vont éliminer et casser le cycle de ce ravageur. Du coup, est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment tu évalues que les pratiques que tu mets en œuvre sont efficaces pour justement favoriser la biodiversité du sol, limiter le développement des agents pathogènes? Donc, on avait parlé du flétrissement bactérien que tu as sur aubergine, qui est par exemple. Comment tu évalues ça en fait? Donc, c'est pas compliqué pour un agriculteur d'évaluer. C'est tout simple. Est-ce que j'ai réussi à produire? Et donc, si je suis bon, j'arrive à vendre et mon chiffre d'affaires s'améliore. Si je ne suis pas bon, je suis tout de suite pénalisé parce que la clientèle n'aura pas de quoi, on n'aura pas de produit à vendre. Et donc, moi, je m'évalue comme ça. Et c'est pour ça qu'en termes d'innovation, il y a quand même une certaine pression pour garder rigueur.
Ce qui est important aussi à retenir, c'est qu'on n'oublie pas les principes de base de l'agronomie. Les principes de prophylaxie, les principes de gestion du drainage du sol, de préparation. Si j'enlève un plant malade, j'utilise un sécateur, je vais utiliser de la javel pour nettoyer, ne pas transférer la bactérie de plant à plant. Et c'est important de ne pas oublier parce qu'on certains disent on est en agroécologie, tout est rose, mais c'est important de toujours comprendre que c'est agro et écologie et que l'agronomie reste une base à ne pas enlever dans le contexte d'agronomie. Ce que moi j'ai enlevé, c'est vraiment l'utilisation des produits chimiques. Alors, si tu veux bien, on va peut-être passer au deuxième, deuxième point. Donc la production de biofertilisants NPK sur ton exploitation. Donc, il y a plusieurs moyens. Donc, il y a la production de biofertilisants liquides. Là, on est en train de finaliser le système d'irrigation de l'exploitation. Donc, on pourra faire de la biofertilisation, comment on appelle ça, de la fertirrigation avec des préparations faites localement, soit à partir de jus de vermicompost ou de fermentation, nous on appelle ça biole, ou même de préparation à partir de jus de mélasse, toujours fermenté à partir de ressources locales. D'accord. Et ces ressources, alors, comment tu les identifies, comment tu les sélectionnes finalement, ces ressources locales? Donc, en fait, on a des ressources d'origine animale. Donc, les bousses de vache, j'en ai pas des vaches, mais au bord de la rivière, chez nous, on a les vaches au piquet. C'est pas obligatoirement des agriculteurs, mais c'est des gens on a une culture d'attache des vaches au bord. Et je récupère pour faire du vermicompost. Donc, les vers, ce sont des vers endémiques qu'on a récupérés. Et donc, c'est une fabrication de vermicompost. Le jus de vermicompost est utilisé en foliaire. Il y a aussi la fabrication à partir de mélasse, qui est un sous-produit de l'industrie sucrière, et où on fait de la biofermentation de feuilles, de végétaux, riches en substances nutritives. Donc, par exemple, en azote, on fait de la fermentation de feuilles de gliricidia, de feuilles de légumineuses. Et donc, ça nous permet d'avoir des solutions riches en azote. En potassium, on utilise tout simplement en fait, le pseudotron du bananier et qu'on coupe en petits morceaux. Et ça nous permet de préparer du potassium, toujours en foliaire. En phosphore, j'utilise des plantes comme le tithonia, c'est des astéracées qui, elles, extraient le phosphore du sol et le restituent au niveau des feuilles. Et donc là, nous, on boit les feuilles et on fait des jus avec, des solutions avec. Les effets, donc comme tu l'as dit, effets sur le rendement, est-ce que la production que tu peux vendre, sur tout ce qui est santé des cultures aussi, tu me disais qu'il y avait, que c'est des biofertilisants à la base, mais qu'il y avait un effet de bioprotection. En fait, oui, effectivement, on a une double fonction. Les biofertilisants organiques foliaires ont une fonction nutritive pour la plante, mais aussi a une fonction de protection. Ça crée une sorte de biofilm sur les plantes
qui limite les ravageurs parce qu'il y a une question d'odeur qu'ils n'arrivent pas à identifier. Donc, les insectes sont limités. Mais ça limite aussi les champignons, les maladies cryptogamiques, parce que ça crée une biodiversité microbienne sur les feuilles, quoi. Et donc, on a un double effet au niveau de l'utilisation de biofertilisants liquides. L'inconvénient qu'on a, c'est la mise en œuvre. Utiliser la pompe ou l'atomiseur, c'est un peu pénible et c'est pour ça que je suis en train de mettre un système où on a où ça sera automatisé parcelle par parcelle avec de la fertilisation. D'accord. Oui, peut-être aussi qu'en termes de mode d'action, la stimulation des défenses des plantes, en fait, hein, aussi, qui sont plus... D'accord, oui, donc les problèmes d'épandage pour lesquels tu es en train d'innover, donc avec un système de bioferti. D'accord. Est-ce que je te propose qu'on passe à la suite ou si tu veux continuer sur ce point-là? Alors, le troisième point. Le troisième point, c'est la biodiversité floristique. Donc, il y a un certain nombre de plantes en bas. Vous verrez que en bas à droite, pardon, à gauche, j'ai sélectionné une quinzaine de plantes à multifonction. L'idée, c'est d'avoir des plantes qui occupent l'espace, mais aussi d'avoir des plantes mellifères ou des plantes qui vont diminuer l'emprise de type répulsive, aromatique, qui vont diminuer l'accès des ravageurs au niveau des serres, au niveau des zones maraîchères. Donc, en bas à gauche, on a l'atumo qui occupe l'espace. On a aussi des haies de plantes médicinales qui sont vendues dans les paniers séchés. Mais comme elles sont aromatiques, elles diminuent, elles sont répulsives par rapport aux zones maraîchères. Les astéracées, la photo juste après, là on a du tithonia qu'on a identifié comme source aussi de phosphore, mais le tithonia a aussi l'aspect mellifère. Et l'utilisation de ces plantes-là, c'est l'attraction de micro-guêpes. Et ça, c'est très, très important. Ce sont des animaux, des auxiliaires que l'on ne voit pas, mais qui ont un rôle essentiel. Les micro-guêpes, elles travaillent dans l'ombre et elles se nourrissent de nectar, mais leurs larves se nourrissent en fait de ravageurs. Et donc ça, c'est important pour moi de travailler sur cela. La photo en haut, à gauche, toujours, on a le cycle du TRIPS. Et en fait, moi, ce que j'ai identifié je fais comme travail, c'est de comprendre déjà la biologie du ravageur. Et après, j'organise des blocages en fonction du stade et du cycle du ravageur pour favoriser soit des auxiliaires, soit favoriser l'éloignement par l'utilisation de plantes aromatiques et pour diminuer cette pression parasitaire. Le petit schéma en haut que j'ai fait, c'est cette combinaison de méthodes. Il n'y a pas une méthode pour... c'est ça la complexité, c'est qu'il y a des méthodes mécaniques, des méthodes culturales, avec des associations de culture, du non-labo et tout. Et j'utilise aussi des méthodes type biologique en favorisant une biodiversité
d'auxiliaires, en ayant aussi des habitats, parce que nous, en fait, on ne peut pas acheter, on n'a pas de vendeur d'auxiliaires. On ne peut pas acheter des micro-guêpes, on ne peut pas acheter des punaises, on ne peut pas acheter des acariens intéressants. Et donc, toute l'organisation et le design, c'est de favoriser ces auxiliaires, leur présence en permanence dans l'agroécosystème. Et donc, comment tu observes finalement? Donc, tu as un suivi régulier ou c'est en fonction de certaines périodes Donc, j'observe, il y a la notion de période, par exemple pour le flétrissement bactérien. Au cours de la saison des pluies, moi, ce que j'observe, c'est est-ce que mon plan de drainage est efficace. Pour les pucerons, c'est la saison sèche. Et là, j'essaie de prévenir en plantant le maximum de plantes à fleurs pour favoriser les micro-guêpes. Pour l'aubergine, l'idée pour moi, c'est d'observer dès le début la sortie des fleurs, c'est l'observation des fruits. Sinon, les fruits sont endommagés et rayés par la présence des larves sur les fruits. D'accord, merci beaucoup. Donc, je te propose qu'on conclue par la dynamique dans laquelle tu t'intègres depuis longtemps. Tu formes aussi donc des jeunes et des moins jeunes. Et donc, tu es aussi président du GDA EcoBio dont tu vas nous parler, avec une grande dynamique d'échange entre agriculteurs. Donc, effectivement, donc je fais beaucoup de formations autodidactes parce que, en fait, je cherche à connaître la biodiversité qu'il y a sur mon exploitation, pas obligatoirement chez les autres, et comprendre, en fait, le fonctionnement. Donc, beaucoup de lectures bibliographiques, d'articles sur la compréhension de la biologie des ravageurs et même des auxiliaires. Parallèlement à ça, nous avons une forte dynamique au niveau du groupement. Nous sommes une soixantaine, voire 70 agriculteurs autour de cette dynamique d'innovation. Et donc, il y a une dynamique de paysan à paysan. Donc, les personnes qui innovent transfèrent leur connaissance à d'autres agriculteurs. Au travers du groupement, en fait, les formations sont faites pas par des techniciens, mais véritablement par des agriculteurs pionniers, des agriculteurs qui ont cette vocation à animer. Donc, quand un agriculteur reçoit chez lui, il a des défraiements, il a une indemnisation. Et donc, ça, c'est du financement CASDAR que on a mis en place pour pouvoir créer cette dynamique de paysan à paysan. En fait, c'est pas on est vraiment dans un contexte recherche-développement. Au niveau des institutions de recherche, c'est nettement plus long à faire du transfert. Et donc, nous, on voit que le transfert de paysan à paysan, c'est très rapide. Un séminaire, on appelle ça un peu l'essaimage, et un producteur forme un autre, et après ça continue, et il y a comme un essaimage des techniques de ferme à ferme, quoi. Merci beaucoup, Christophe. Je crois qu'on peut passer aux questions, Marie-Hélène. Merci. Merci beaucoup, Marie et Christophe. Donc, effectivement, on va passer aux questions. Marie, tu peux peut-être enlever le partage d'écran, comme ça on verra plus les têtes. Alors, j'ai une première question peut-être, je vais la prendre en premier.
qui est finalement… Donc, cette présentation était très intéressante, mais est-ce que, Christophe, vous pouvez nous donner des informations sur la surface de votre exploitation, la main-d'œuvre disponible que vous avez, comment vous répartissez les tâches au niveau de cette main-d'œuvre, nous donner un peu plus d'éléments de contexte dans votre exploitation Ouais. en particulier. Donc, mon exploitation, c'est 9 hectares. Il y a 6 hectares en forêt. Et il y a 3 hectares cultivables. Donc là, une grande partie de l'espace est mobilisée en bananes. Bananes dessert pour le marché local et l'agrotransformation, toujours en agriculture biologique. Et des bananes nous on appelle bananes légumes. Et le reste des surfaces, l'autre tiers, c'est en verger composite, où en fait on a plusieurs espèces. C'est pour les circuits courts et je fais des paniers qu'on récupère à la ferme. Donc j'ai une vingtaine de paniers et donc un tiers du panier, c'est des fruits. Et donc il me fallait créer un système où j'ai mes fruits sur place pour les paniers. Et le maraîchage, là, c'est une partie pour les paniers et on a du maraîchage à l'intérieur des bananeraies, du maraîchage en planche permanente et du maraîchage sous serre. Et donc, c'est plusieurs stratégies différentes. Et donc, on a un petit magasin bio de producteurs qu'on a mis en place pendant le confinement. Et donc, l'ensemble de ma production passe par le magasin bio. D'accord. Et du coup, je ne sais pas si vous avez dit, si vous avez d'autres personnes qui travaillent avec vous sur l'exploitation? Donc, j'ai un employé à plein temps et du saisonnier. Je tourne avec 2 employés supplémentaires saisonniers à raison de 20 heures supplémentaires par semaine. D'accord. Par semaine, par mois, pardon. Ouais. Et du coup, je rajoute une question. Est-ce que finalement, les pratiques que vous nous avez décrites, elles pourraient être mises en place dans une exploitation beaucoup plus grande? Ou est-ce que finalement, leur efficacité, elle est liée à la taille relativement petite, en tout cas par rapport à nous, à la métropole, de l'exploitation? Euh, en fait, ouais, par rapport à la métropole, c'est pas possible. Parce qu'en fait, nous, on est dans des systèmes plus… même si j'ai une grande ferme, il y a beaucoup de forêts. La partie forêt, on est en train de mettre en place un projet cacao. Et comme c'est une forêt de pins, on enlève les pins. L'objectif, c'est d'enlever les pins pour mettre des arbres endémiques. Donc, la partie forêt est un peu à part en termes de projet. Mais quand on regarde la partie production maraîchère, ça ressemble plus au design micro-ferme qu'un design de grande ferme. On est très peu mécanisé avec un petit tracteur 14 chevaux et un autre 50 chevaux. D'accord. OK. Et du coup, bah, j'ai une question qui est liée là, que je prends. On parle beaucoup de permaculture aujourd'hui. Est-ce que finalement, vos pratiques, elles s'inscrivent dans cette approche, en particulier sur la question de l'organisation spatiale des cultures? Vous ne nous avez pas parlé beaucoup de l'organisation spatiale des cultures. Est-ce que c'est quelque chose auquel vous faites attention aussi? Et est-ce que c'est que ça relève de la permaculture? Donc, il y a une photo où on avait des bananiers et des ananas. Donc, c'est un collègue, Franck Soupoyen, qui a innové et qui s'est dit, oh, moi, je fais des bananes plantains, mais je fais des ananas. Pourquoi pas fusionner les deux cultures au lieu d'avoir un espace ananas, un espace banane. Et donc, il a innové, il a mis en place. Et donc, moi, j'ai récupéré cette innovation-là et je trouve que c'est très complémentaire. Il faut savoir que permaculture, c'est un terme qui vient de l'Australie et qui est, si on le voit, qui est assez récent, à peu près une trentaine, une quarantaine d'années.
Mais nos anciens, en zone tropicale, ce que moi, je fais, c'est de l'association. Ben, par exemple, dans mon verger, pour moi, c'est un jardin-forêt. Donc, il y a des plantes sauvages, il y a des plantes de production, il y a des fleurs, il y a un peu de tout, quoi. Et, et ça se faisait avant même l'existence du terme permaculture en Côte-sous-le-Vent, dans des jardins agroforestiers où on avait du cacao, de la vanille, des fruits. Et donc, pour moi, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, sauf que nous, on est en train de réadapter ce qu'on avait au niveau des jardins créoles et des jardins agroforestiers à un système économique. Et c'est là où l'innovation est, c'est que je fais des paniers parce que ces systèmes-là ont été abandonnés parce qu'on n'était plus en vente directe et qu'il fallait optimiser en monoculture. Et en passant avec des systèmes de vente directe, de circuits courts, où le client, il cherche de la diversité et non de la quantité sur un produit, dans un panier, on a 10 produits différents. Et donc, en fait, l'innovation est non seulement au niveau du mélange de la biodiversité agroécologique sur la parcelle, mais aussi de l'adaptation de ma production à un circuit de distribution et de commercialisation. D'accord. Justement, j'ai deux questions là que je vais prendre en même temps qui font écho à ça. Donc, il y a une question, c'est est-ce que vous êtes certifié agriculture biologique? Et si oui, est-ce que vous arrivez à vendre tous vos produits dans ce type de circuit de façon à obtenir de meilleurs prix et à rémunérer vous et les ouvriers que vous embauchez? Et il y a une question qui est liée, que je mets en même temps. Est-ce que vous pensez qu'il y a un décalage entre la théorie de l'agriculture biologique qu'on apprend à l'école et la réalité sur le terrain, en particulier d'un point de vue économique, justement? Oui, je finis par la fin de la question. Il y a un gros décalage. Moi, je dis souvent, il faut sortir les jeunes qui s'installent, sortez du monde des bisounours et pour faire. Parce on veut être très écologiste, agroécologiste, mais on oublie que c'est une entité économique. Et donc, pour cela, il faut évaluer les coûts et la mise en place d'une pratique et l'adoption d'une pratique ne peut se faire que si économiquement c'est viable. Parce qu'on peut se dire que je veux nourrir mes poules avec des fruits à pain, avec des produits locaux, mais si ça me prend plus de temps, vaut mieux acheter des aliments bio à l'extérieur, quoi. Mais on peut faire un mélange et au fur et à mesure innover pour voir comment je valorise mes déchets pour qu'elles deviennent une ressource. Mais ça s'étudie et ça se pratique longtemps. Et donc, pour finir au début de la question, je suis en agriculture bio. Je crois que je l'ai dit dans ma présentation, depuis mon installation. D'accord. Certifié AB avec EcoCert. Nous avons 2 certificateurs en Guadeloupe, c'est EcoCert et Certipac. Donc, c'est cela. D'accord. Très bien. Alors, j'ai une autre question. Vous nous avez parlé de plein de plantes qui ont, celles-ci, des effets répulsifs, celles-ci, des effets comme ci, des fonctions, enfin, avec des fonctions très, très différentes. Comment vous les repérez ou comment vous avez appris à connaître ces plantes, en fait? Bon, après, moi, j'ai une formation d'agronome. J'ai fait un BTS d'agronomie tropicale. En mon temps, on était assez rigoureux sur la botanique, sur l'agronomie. Maintenant, je trouve qu'ils sont assez légers sur la rigueur, sur la connaissance de la systématique et de la biodiversité. Et donc après, j'ai fait aussi une spécialisation en agroécologie aux États-Unis, à l'Université polytechnique de Pomona.
Et donc, j'ai pu connaître aussi la permaculture là-bas, l'agriculture naturelle développée par Fukuyama, je crois, le japonais là. Mhm. Donc, j'ai quand même une base d'agronome qui me permet Ouais. d'identifier mes plantes botaniquement. Ça, c'est important. Et ensuite, après, je crée un tableau avec les plantes et les services écosystémiques qu'on peut avoir à partir de ces plantes. D'accord. Et donc, le coût de la mise en œuvre, parce qu'il ne suffit pas d'avoir une plante sélectionnée avec tous les services qui nous intéressent, mais si ça coûte trop cher à mettre en place en termes d'infrastructure, c'est trop compliqué. Moi, j'appelle ça infrastructure agroécologique. Et des fois, on peut parler de génie agroécologique ou design permaculture. Mais tout ça, c'est de l'observation. Entre producteurs, il y a beaucoup d'observations. Et donc, capitaliser cela requiert aussi une connaissance retournée dans les bouquins pour identifier est-ce que cette plante-là, si on la garde, est-ce qu'on n'aura pas un effet négatif dans l'agroécosystème. Donc, c'est ce jeu-là qu'on fait. C'est un mélange de savoir scientifique et de savoir empirique qui est important à maîtriser, quoi. D'accord. Et par rapport au coût, donc vous disiez, il faut aussi évaluer le coût de la mise en œuvre pour pas quand même se lancer à l'aveugle. C'est essentiellement un coût en temps humain de la mise en œuvre? Humain et matériel. D'accord. Humain, on est très peu mécanisé en Guadeloupe. Ok. Mais si par exemple ça m'arrive de louer une mini-pelle pour faire mes tranchées Ouais. ou bien pour préparer des zones difficiles, mais ça a un coût, quoi. Ouais. La journée, on est à 340 €. Bon, heureusement, c'est moi-même qui conduis mes machines, Ouais. mais ça requiert un coût et ça requiert aussi un coût en main-d'œuvre. Parce que mobiliser la main-d'œuvre qui est destinée à la production vers de l'aménagement, c'est de l'investissement que je fais, mais ce n'est pas pris en compte aujourd'hui sur les investissements qu'on appelle FEADER, les aides à l'investissement. Donc, assez souvent, on fait ça avec nos économies, quoi. Ouais. D'accord. Alors, j'ai une question j'ai plusieurs questions sur vos observations justement sur les bioagresseurs, les infestations et tout ça. Parce que tout à l'heure, vous avez dit, quand Marie a demandé finalement comment vous observez, vous avez dit pour moi, le jugement final, c'est est-ce que j'arrive à produire? Mais si vous n'arrivez pas à produire, enfin, est-ce qu'il n'y a pas des observations intermédiaires que vous faites sur justement l'efficacité des plantes que vous avez choisies à réguler les bioagresseurs? Est-ce que vous observez les auxiliaires, tous ces éléments intermédiaires, est-ce que vous les observez? Et, et du coup, voilà, oui. Oui, j'ai compris. Et effectivement, je me suis pas attardé dessus, mais je reviens un peu à la connaissance de la biologie des bioagresseurs. Si on ne peut pas identifier des seuils de nuisibilité, nous, on le fait au fur et à mesure. Par exemple, quand on est en mauvaise saison, une attaque de puceron, si on la voit le vendredi, si on n'a pas fait d'intervention le week-end, c'est trop tard sur le chou. Donc, ça veut dire que la prise de décision, elle est faite il y a des périodes d'alerte. Si en fait les seuils sont trop élevés, on intervient avec un biopesticide fabriqué localement.
Mais pour moi, le biopesticide, c'est vraiment le dernier recours. Donc, on passe déjà à des préparations à base de savon, à base de savon et de mélange de biofertilisants pour pouvoir bloquer. Si ça ne marche pas, on intervient avec des préparations à base de plantes. D'accord. Mais le frein pour moi avec les biopesticides, au début, j'étais un peu fan, mais le frein, c'est qu'on on va interrompre aussi le cycle des auxiliaires. Donc, j'essaie de les utiliser vraiment au dernier recours pour éviter de tout flinguer, quoi. Ouais, ok. Et Après, du coup, tes observations, c'est quotidien. Excuse-moi, c'est ah ouais, quotidien en fait. Hein. Tes observations, elles sont quotidiennes. C'est ouais, quotidien, mais c'est quand même la notion de seuil. ouais. Pour le TRIPS, quand je vois des nécroses sur les fouilles et que ça commence à prendre l'ampleur, je dis aux producteurs, aux collègues, il faut qu'on traite. Et donc, de plus en plus, on n'est pas dans le traitement systématique comme on faisait à 15 jours dans les systèmes de fiches techniques. À 15 jours, je fais un traitement de tel produit. Là, on est sur beaucoup, beaucoup, beaucoup d'observations. Et donc, une connaissance du bioagresseur qui est importante. Et on échange entre nous, c'est important, par les groupes WhatsApp. Là, on a une nouvelle punaise qui est arrivée sur les légumineuses. On n'a pas eu le temps de se pencher dessus. Elle est très agressive sur certaines zones. Ça nous inquiète énormément. Et donc, on se partage des solutions. Certains disent, moi, j'ai mis du savon. Ils sont revenus. J'ai perdu toute ma production. D'autres disent que j'ai alterné. J'ai essayé des associations avec d'autres plantes. Ça n'a pas marché. Donc, on essaie de mutualiser nos connaissances. Et pour ceux qui sont un peu plus scientifiques, on va essayer de comprendre et faire un petit séminaire sur comment le ravageur il fonctionne et, comprendre la biologie du ravageur. D'accord. Et est-ce que vous avez des dégâts importants liés à la mouche des fruits? Et si oui, quelles solutions particulières vous mettez en œuvre? Nous, en fait, on n'a pas de grands vergers en monoculture. Historiquement, l'arboriculture fruitière, à cause des cyclones et à cause des ravageurs, n'a pas vraiment pris en Guadeloupe. En Martinique, il y a quand même un peu plus, parce qu'il y a une unité d'agrotransformation qui transforme les goyaves, les ananas. En Guadeloupe, on n'a pas d'unité d'agrotransformation. Donc, les fruits, c'est pour la consommation. Le frein qu'on peut avoir, c'est par exemple sur les mangues, c'est les mouches des fruits. Si on n'a que des manguiers, on peut avoir de gros soucis sur nos fruits. Mais le fait de développer des petits vergers de nectar très mélangés avec différents fruits, on a des agrumes, on a des mangues, et donc en fait cette pression parasitaire des fruits, on n'a pas les fruits en même temps. Et donc, les mouches des fruits n'ont pas le temps de s'adapter parce que les cycles sont différents et les fruits sont différents. Et donc, on n'a pas ce problème-là vraiment identifié dans nos vergers. D'accord. Alors, j'ai deux questions là. Comment vous gérez la matière organique dans vos sols et comment vous compensez en fait les exportations qui sont liées à la production que vous vendez justement par rapport à cette question? Donc, j'apporte de la matière organique de l'extérieur. C'est juste en fait des déchets végétaux broyés qu'on a au niveau comment on appelle ça, certaines stations de compostage.
C'est des sous-produits qu'on peut valoriser. Mon objectif, c'est d'être autonome. Donc, je me suis acheté un petit broyeur, mais c'est encore assez chronophage de produire du volume. Parce qu'en fait, j'ai beaucoup de plantes, d'arbres autour et qu'on peut élaguer et broyer. Et ça peut servir de base de carbone pour emmener de l'humus au sol. Mon objectif à long terme, c'est d'intégrer l'élevage, de réintégrer l'élevage dans mon système, parce que j'habite depuis 8 mois sur mon exploitation. Et donc, remettre des cochons, des poules et des moutons, et pour pouvoir créer de la matière organique et mes litières faire avec du BRF. D'accord. Alors ensuite, j'ai une question un peu plus sur l'essaimage, en fait. Donc, vous nous avez dit que dans votre groupe, là, GDA, vous échangez pas mal, que c'est à peu près 70 agriculteurs. Donc, j'ai compris que, en tout cas, au sein de ce groupe, il y avait pas mal d'échanges, en fait, sur ce que vous nous avez raconté. Donc, peut-être la première question, c'est, voilà, est-ce que les 70 agriculteurs, ils sont effectivement impliqués sur l'ensemble de ces échanges? Et l'autre question, c'est au-delà de ce groupe, est-ce que vous avez l'impression que voilà, ce genre de pratique se déploie, se développe, est amené à se développer, ou est-ce qu'il y a encore des freins importants? Aujourd'hui, en fait, moi, je pense que le transfert top-down des chambres d'agriculture ou des institutions n'est plus possible parce il y a tellement de questions et il y a très peu de moyens. Et donc, on voit que les groupements se sont adaptés, les groupements de petite taille, parce que les grosses structures sont restées dans des modèles. Et moi, j'ai l'impression que c'est en train de battre de l'aile, mais bon, c'est mon avis perso. C'est le modèle où la connaissance vient du technicien et après transférée à l'agriculteur avec une recette précise. Ça n'existe plus en agroécologie parce que depuis quelques années, on n'a pas beaucoup de conseils en agriculture et le fait que on innove chaque zone, c'est un terrain d'innovation différent. Même si on est petit en Guadeloupe, la difficulté, c'est que chaque zone a un agro-écosystème différent. Et donc, nous, on observe que les petits groupements font beaucoup de transferts, beaucoup de formations. Non, on n'est pas les seuls. Et on a l'APK, la Soufouille, et on pense même à se mettre ensemble pour créer une dynamique un peu plus forte avec les petites structures qui sont très peu financées, mais qui fonctionnent avec des moyens de transfert simples, vraiment simples. D'accord. Dernière question, peut-être. Ouais, alors, dernière question, qui est un petit peu autre, en fait. Je prends du champ par rapport à ce que vous avez expliqué. Vous nous avez dit au tout début qu'il y avait une perte de 10 000 hectares de SAU en Guadeloupe. À quoi c'est dû? Il y a la notion d'urbanisation. On a beaucoup de terrains agricoles. La Guadeloupe, c'est pas extensible, donc il y a beaucoup de terrains qui partent dans la construction. Et il y a aussi beaucoup de terrains qui sont en indivision et qui retournent en friche. Et l'accès à ce foncier n'est pas possible, quoi. Parce que le niveau d'indivision est des fois de 3-4 générations. Ah, Et donc, on n'a pas accès à ces parcelles, quoi. d'accord. Eh bien, merci beaucoup, Christophe. C'était vraiment très intéressant et vous savez, vous Merci. connaissez plein de choses. C'est passionnant. Merci, Marie, pour avoir Merci à vous, merci coordonné. Christophe surtout. Voilà. Ouais. Donc, pour tous ceux qui participaient, n'hésitez pas à nous rejoindre au sein de l'AFA en adhérant et en contribuant à nos actions. Et puis, rendez-vous la semaine prochaine pour le dernier webinaire de cette saison 2. On ira au Togo pour parler de pratiques innovantes en maraîchage.
Voilà, bon week-end à tous, au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.